Salut, c'est Claire de Parents et Enfants épanouis. Je suis éducatrice Montessori et coach parental. Et dans cette vidéo, je vais te parler de ma reconversion professionnelle. Comment je suis passée d'une grande maison de luxe à la maison des enfants Montessori. Tu sauras quelle formation j'ai suivie, combien ça m'a coûté. Je te donnerai des petits conseils si toi aussi tu es à 2 pas de te lancer dans une reconversion et que tu as un nouveau projet. Et si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner à ma page. Merci beaucoup! Alors avant, j'étais dans le milieu du luxe, donc du marketing du luxe. Je travaillais pour une grande maison de luxe française et je travaillais dans le développement marketing, donc pour les collections de souliers, femmes et hommes. Et ça, en fait, c'était mon stage de fin d'études, parce que j'ai fait une grande école de commerce, j'étais à l'EM Lyon. Et donc, à ma dernière année d'études, en fait, j'ai fait ce stage et j'ai fait un burn-out, en fait, où j'ai vraiment lâché complètement toutes mes ressources étaient épuisées. Et je travaillais environ 12 heures par jour, j'étais vraiment épuisée. J'avais pas du tout, bon, peut-être pas autant que dans l'audit ou dans le conseil, c'est sûr, mais j'avais en tout cas pas du tout de temps pour moi et le soir je rentrais, limite je mangeais une soupe, une salade et au lit, enfin voilà, c'était un rythme très très dense et intense. Donc le déclic, c'est que c'est vraiment mon corps qui m'a arrêtée et qu'au bout d'un moment j'en pouvais plus et j'ai dû être arrêtée de force, de fait. Et donc après une longue hospitalisation et un moment où vraiment j'ai dû prendre du temps pour moi parce que mon corps physiquement avait lâché, je pense que je ne suis pas la première qui a été obligée de s'arrêter parce que le rythme de vie était dingue, j'ai eu un moment de flottement où je ne savais pas vraiment quoi faire. Et en fait, je me suis posé pas mal de questions. Et finalement, c'est mon ami qui m'a dit « Ah bah, peut-être que tu devrais réfléchir à travailler avec des enfants, peut-être. » Alors au début, ça me paraissait complètement inimaginable d'être enfermée avec 30 gosses dans une pièce. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir baigné un peu dans le milieu de l'éducation des enfants de par mon père qui est éditeur de livres pour enfants et donc j'ai rencontré des enseignants, j'ai essayé de partager un petit peu avec eux, de comprendre ce qui eux les avait amenés à être institutrices et en fait je me suis dit non, ça me parle pas du tout, vraiment je vois pas du tout ce qui pourrait m'amener là. Et en fait j'ai pu passer une tête dans une école Montessori. Une amie qui m'en a parlé, qui m'a dit bah regarde, c'est vachement à la mode, c'est toutes ces écoles alternatives qui poussent un peu comme des champignons, regarde, peut-être que ça te plairait. Et c'est pas le cursus classique. Et donc cette école Montessori m'a accueillie pour une journée d'observation où j'ai pu vraiment être plongée pendant une journée dans le quotidien des enfants, des 2 éducatrices qui m'ont accueillie. Et ça m'a donné envie en fait de me former. C'est moi qui ai fait la demande, j'ai juste passé une tête au hasard, bonjour, voilà, je connais rien à l'éducation, rien aux enfants, j'ai jamais travaillé avec eux, mais voilà, j'avais envie de voir si c'était possible d'observer une matinée, donc je me suis mise comme une petite souris dans un coin, j'ai pas fait de bruit, et puis j'ai juste ouvert mes antennes et mes grands yeux, et je me suis dit absorbe et regarde si ça te plairait, comme environnement au moins de travail. Pour moi, en fait, cette journée où vraiment je me suis dit j'y connais rien, mais j'ai envie de sauter à pieds joints là-dedans et j'ai vraiment envie de tenter le coup et de me former. Donc j'ai commencé à regarder comment me former. La formation que j'ai suivie, c'est pas la formation classique parce qu'il y a une formation qui est la formation officielle de l'AMI, donc de l'Association Montessori Internationale, qui est en fait une formation physique où tu vas physiquement à l'Institut qui est à Nogent-sur-Marne, il y en a une à Lyon aussi. Et donc celle-ci, elle coûte 10 000 €, donc moi... À l'année. À l'année. Donc la formation est sur 1 an. Moi, j'avais pas du tout ni l'argent, ni
l'envie en fait de mettre cet investissement là-dedans, et je me suis dit que ça valait peut-être pas le coup si au final ça me plaisait pas. Et comme j'y allais un petit peu à tâtons en me disant bon bah je sais pas trop dans quoi je me lance, je me suis dit bon bah je vais voir s'il y a d'autres options. Et en fait il se trouve qu'à ce moment-là j'avais remis le pied à l'étrier doucement en donnant des cours de soutien à domicile à des enfants. Et donc je travaillais un petit peu et j'ai trouvé une formation en ligne qui est sous forme de module en fait, qui est la formation de l'association Tout Montessori en France. D'accord. De Muriel Lefebvre. Et cette formation, c'est la directrice de l'école dans laquelle j'ai fait une journée d'observation qui m'en a parlé et qui m'a dit va te renseigner, regarde sur son site, c'est super bien fait, tu as accès à des modules en ligne. Okay. Et en fait, c'est le seul organisme dans le milieu francophone, en tout cas, qui propose une formation justement pour se former aux 3 niveaux d'âge. Donc 0-3 ans, 3-6 ans et 6-12 ans. Puisque Montessori sont des classes d'âge mixte. Il y a même 4 modules, c'est-à-dire qu'il y a un tronc commun sur les généralités sur la pédagogie Montessori, qu'est-ce que c'est, l'histoire de Maria Montessori, la place de l'éducateur, etc. Ensuite, il y a 3 niveaux, donc avec 0-3 ans, un module 3-6 ans et un module 6-12 ans. Et en fait... Et il y a aussi un module qui est complémentaire pour apprendre à créer une école, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont vraiment envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et ouvrir une école. Apprendre la langue des signes pour bébé, voilà, il y a plein de petites choses qui sont complémentaires. Donc en fait, ce sont des modules qui permettent de valider son diplôme en ligne par un système de questions, d'essais à écrire. On a un tuteur en fait qui corrige nos exercices en ligne. Et cette plateforme en fait est accessible pendant 1 an. Elle diffuse des vidéos, des audios, des livres à lire, des documents. Évidemment, tout est accessible en ligne en fait pendant cette année de formation, mais tu peux pas télécharger le contenu, évidemment. Et donc une fois que tu as passé tes examens écrits en ligne, ils sont corrigés, il y a des retours qui te sont faits, et en fait à la fin de l'année, tu obtiens du coup un certificat, un diplôme d'éducatrice Montessori. D'accord. C'est complètement possible de travailler à ton rythme, d'avoir une activité professionnelle à côté. Il y a ça a été ton cas ou qu'est-ce que tu as fait à côté? Alors moi, c'était mon cas dans le sens où je donnais des cours de soutien et j'ai aussi eu l'occasion de faire un stage. En fait, le stage, c'est pas obligatoire dans ce cursus, contrairement à la formation AMI où de toute façon il y a un stage en école, mais c'est fortement conseillé. L'organisme en fait te délivre une convention et fait une espèce un contrat tripartite où tu peux avoir un stage. Il faut que tu aies suivi, je crois, le premier tronc commun, le premier module pour pouvoir faire ce stage. Et l'école où j'ai passé une tête pour ma journée d'observation m'a proposé de faire ce stage en même temps que ma formation. Et donc c'était génial pour moi parce que j'ai pu combiner à la fois la théorie et la pratique. Et donc être en même temps dans le terrain, manipuler le matériel. Alors c'est vrai que quand on est, on peut se dire que quand on est à la maison et qu'on a juste des modules en ligne, c'est pas très pratique pour manipuler du matériel qui est un énorme pan de cette pédagogie Montessori. Mais tout est super bien fait. Il y a des vidéos explicatives, des mises en situation avec des enfants, donc on voit vraiment. Et donc moi, ça m'a permis de combiner la pratique et la théorie. J'ai fait 10 mois de stage au total. J'y allais à mi-temps. Donc j'y allais 2 jours par semaine, le mercredi il n'y a pas école. Donc ça me laissait à côté le temps de faire d'autres choses, de travailler du coup la théorie et de faire les exercices et puis voilà, de continuer à me former. Et en même temps d'avoir un petit boulot alimentaire à côté pour avoir un tout petit peu de revenus et payer cette formation. Mais donc c'est vraiment jouable et puis c'est vrai que les personnes qui l'ont faite, avec qui j'ai discuté, avaient aussi des enfants, enfin avaient une vie professionnelle et faisaient ça à côté. Donc c'est vraiment possible en 1 an de faire ce cursus. D'accord. Alors je me suis lancée
je me suis lancée en fait à l'issue du stage. J'ai commencé à postuler assez rapidement, à la fin du printemps. Et j'ai tapé un peu à toutes les portes, dans les écoles Montessori de Paris et de la région parisienne. Donc il y en a beaucoup. Donc pour moi, c'était sûr que j'allais trouver un poste. Mais c'est vrai qu'en fait, la plupart des écoles m'ont dit « Fais attention, comme tu n'as pas le diplôme officiel de l'AMI, peut-être que ça peut te fermer des portes. » Et au final, là où j'ai vraiment joué mes cartes, en fait, c'est que j'ai tout de suite mis l'expérience que j'avais eue pendant ce stage en avant. Et alors certes, j'avais pas le diplôme, le papier. En France, il faut vraiment avoir le bon diplôme pour accéder au poste qu'on veut. Et moi, je me suis dit, c'est pas grave, finalement, je suis pas un vilain petit canard, et puis je vais y aller, et je vais leur apporter ce que moi je sais faire, c'est-à-dire j'ai appris à gérer une ambiance, un groupe, à mettre des enfants au travail, à gérer un groupe d'enfants. Et ça vaut beaucoup aussi. Et donc j'ai été prise donc, à l'école Montessori 21 de Sèvres. Et c'est là que j'ai commencé en tant qu'éducatrice anglophone. Non, c'est vrai qu'il y a des postes d'assistante où on ne touche pas vraiment au matériel et où on n'est que dans ce qu'on appelle la gestion d'ambiance. Donc mettre des enfants au travail et gérer le groupe pour que ce soit harmonieux. Et il y a des postes d'éducatrice qui, là, sont vraiment des postes qui sont beaucoup plus avec l'enfant en one-to-one, puisque l'éducateur présente en fait les activités aux enfants. Donc j'ai tout de suite postulé en tant qu'éducatrice. Alors j'ai tout de suite géré une ambiance Montessori, donc de 3 à 6 ans. C'était la tranche d'âge qui m'intéressait, mais j'avais envie de me former d'abord aux 0-3 ans aussi pour connaître vraiment tout le développement de l'enfant. Et j'ai démarré avec une vingtaine d'enfants. On était 25, il me semble, la première année. Une vingtaine, je ne sais plus. Et ma 3e année, on avait 28 enfants. Et donc, on était 2 éducatrices. Donc, par ambiance, il y a toujours généralement soit une éducatrice et une assistante. Dans les écoles bilingues, maintenant, c'est beaucoup ça. Il y a une assistante qui est anglophone. Ou alors, une éducatrice francophone et une éducatrice anglophone. Alors ce qui est vraiment génial et ce qui m'a apporté énormément en fait dans cette reconversion, c'est que pour moi, c'était me lancer dans quelque chose qui était directement lié avec l'humain. Ce qui est incroyable avec des enfants, c'est qu'ils ont cette richesse, cette curiosité, cette spontanéité. Voilà, les enfants, ils sont sans filtre. Donc ils amènent énormément d'amour, énormément de confiance en celui qui va les guider. Et en fait, l'éducatrice Montessori, elle est différente de l'institutrice classique en ce sens qu'elle fait partie de l'environnement et qu'elle n'est là que pour être un guide à l'enfant, mais pour l'amener vers l'autonomie. Et c'est ça qui m'a énormément plu, c'est justement de pouvoir me mettre un peu en retrait et puis de voir cette autonomie émerger avec les plus grands qui tirent les plus petits vers le haut et qui sont vraiment cette émulation du groupe en fait. C'est un travail qui est extrêmement fatigant, il ne faut pas se leurrer. J'avais des journées qui étaient éreintantes, vraiment, nerveusement. Je pense qu'il faut vraiment puiser dans ses ressources. Et tous les jours, il faut y aller avec une motivation, comme quand on va faire une présentation PowerPoint devant des équipes commerciales du monde entier, parce que c'est tout aussi éprouvant. Et en fait, le stress n'est pas le même, mais en fait, les enfants, ils sont là tous les matins. Et ils ont besoin de sentir que l'adulte, il est là. Et ce qui m'a énormément plu, c'est qu'à la fois, l'énergie avec laquelle on vient le matin, c'est ce qui donne l'énergie au groupe, et c'est ce qui va apporter l'énergie aux enfants. Et en même temps, c'est finalement le risque, c'est d'arriver avec cette énergie qui est peut-être un peu flottante, ou un matin où on n'est pas forcément bien. C'est sûr que quand on travaille dans un grand groupe ou au bureau, on prend 3 cafés, un coca et puis hop, ça repart. Et puis on se met un peu dans sa bulle, dans son open space. Là, on est aussi obligé d'être sans filtre et en fait, on est vulnérable en fait, comme les enfants le sont. Mais je trouve que ça, c'était très très beau et très enrichissant. C'est que humainement, en fait, on se sent plein.
et on sort pas du boulot en étant vidé de l'intérieur et avec cette fatigue de je suis à bout et j'y retourne pas demain. Mais chaque jour, en fait, on a l'impression que la plante, elle se nourrit et elle grandit comme ça. Voilà, les enfants arrivent le matin, on est là pour les accueillir. L'éducatrice prépare d'abord son ambiance pour accueillir les enfants dans un environnement qui est propre, qui donne envie d'être exploré, qui est attirant en fait pour eux, pour que ça les incite à prendre des activités. Et puis petit à petit, les enfants arrivent au compte-gouttes jusqu'à une certaine heure. Et donc nous, notre rôle, c'est de les accompagner à choisir une activité. Donc on les aide à trouver un travail, comme on dit. Et ensuite, on leur présente du matériel qui est donc gradué en fonction de là où ils en sont dans leur développement. Donc il y a différentes aires de matériel, tout ce qui a trait à la vie pratique pour développer la motricité fine, les activités de verser, de boutonner, des cadres d'habillage, tout ce qui est manuel, tout ce qui est manuel, tout ce qui est vraiment qui ancre l'enfant en fait dans la réalité, que ce soit plier du linge, des torchons, arroser des plantes, presser des éponges. Aiment faire ça naturellement. Les enfants aiment évidemment faire ça spontanément, naturellement. Ils sont attirés en tout cas dès leur jeune âge, en tout cas vers 2-3 ans. Ils sont vraiment attirés par faire des choses concrètes et qui les amènent dans le réel. Et justement, ensuite, ils vont petit à petit aller vers l'abstraction et des activités qui demandent plus de concentration, plus d'étapes, en fait, plus de séquences. Et donc ensuite, il y a toute l'ère sensorielle pour apprendre à discriminer les volumes, les formes, les couleurs, les sons, les bruits, les formes géométriques, voilà, tout ça. Et ensuite, il y a l'ère du langage, les mathématiques, il y a de la géographie, il y a des sciences, voilà, c'est très riche en fait comme environnement. D'accord. Alors on prend chaque enfant, en fait, se met au travail de lui-même. Donc un enfant qui sait exactement ce qu'il veut faire, s'il veut aller à la table à dessin ou écouter un disque, il peut y aller. Et en fait, on a un cahier de suivi qui permet de noter où en sont les enfants et qui permet justement de voir où ils en sont dans le programme, même s'il n'y a pas un programme en tant que tel, mais voilà, on suit les activités et on va présenter à l'enfant une nouvelle activité. Donc à nous ensuite de savoir qui a eu une présentation, qui est dans le moment, qui est apte à pouvoir recevoir quelque chose de nouveau. Nous, on insiste énormément, Maria Montessori d'ailleurs insiste sur cette répétition qui est nécessaire en fait à l'enfant pour qu'il puisse vraiment raffiner son geste et se concentrer et qu'il puisse refaire autant de fois qu'il le souhaite et au moment où il en a envie, l'activité. On ne dira jamais là on fait des gommettes maintenant et tout le monde fait des gommettes. C'est vraiment l'enfant qui choisit, parce qu'il y a des enfants de 3 ans qui seront attirés pour commencer à déchiffrer ce qui est écrit sur leur t-shirt, alors que d'autres ne seront pas du tout à ce stade-là et auront envie pendant 2 semaines d'affilée de prendre l'activité pour se laver les mains et de frotter leur petite brosse sur leurs ongles. Et voilà, on les laisse faire parce qu'on sait qu'ils ont besoin de ça pour passer à l'activité d'après. Donc c'est très important de les laisser faire et de ne pas imposer. On donne toujours le choix à l'enfant, ce qui lui permet de devenir autonome aussi et de savoir ce qu'il veut pas. Souvent d'ailleurs un enfant sait très bien ce qu'il veut pas ou ce qu'il veut. Et donc ce libre choix en fait il peut être envahissant pour l'enfant parce qu'un tout petit devant tant d'activités, il y a énormément de stimulation et donc il ne sait pas trop quoi choisir. Et donc on lui explique qu'il a soit le choix de prendre une activité et de la faire, soit de regarder une activité et dans ces cas-là de ne pas déranger un enfant qui est au travail puisque le but étant de ne pas interrompre la concentration de l'enfant et de le laisser et de regarder, d'observer. Et en fait, il va absorber d'une certaine manière ce qu'il voit. Alors pour moi, le premier conseil déjà, c'est de bien réfléchir et de faire mûrir un peu son projet quand on a une idée de ce qu'on aimerait faire. Si ce n'est pas le cas, de tester, de bien s'entourer,
Le réseau, c'est quand même quelque chose de très important parce que ça permet de se renseigner, d'avoir des bonnes informations, de ne pas hésiter à aller poser des questions et voilà, de faire confiance aussi, de se faire confiance et de faire confiance aux gens qui ont déjà un pied dans ce bain-là, dans un univers par lequel on est attiré, pour se dire bon bah je me lance, et puis de peut-être partir avec quelques billes, de se dire voilà je mets un petit peu de côté parce que évidemment ça vaut vraiment le coup en fait quand on se reconvertit d'investir dans une formation. Mon entourage il a super bien réagi, il était vraiment à la fois très ému et très étonné de mon choix, parce que c'est quelque chose qui a priori n'était pas du tout dans la ligne de ce que je pouvais faire avec mon bagage d'études, et en même temps c'était quelque chose qui était très aligné avec des valeurs qui me sont chères, et donc quelque chose qui était en lien avec l'humain, avec la communication, et transmettre quelque chose, en fait, être dans le partage. Et donc ils ont très bien réagi, ils m'ont beaucoup soutenue et ils m'ont énormément encouragée. Et c'était une fierté aussi pour moi après de m'en être sortie aussi par rapport à cette grande crise qui pour moi était peut-être la grande crise de mes 25 ans, et qui était une crise de vocation quelque part, parce que j'avais pas trouvé ce pourquoi j'avais envie de me réaliser. Alors aujourd'hui, je suis éducatrice Montessori, évidemment, je le suis toujours, mais je ne travaille plus avec des enfants. J'ai eu la chance de déménager à Lyon, et donc j'ai eu envie de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et de me mettre à mon compte pour lancer en fait une activité de coaching parental et d'accompagner des familles justement dans la parentalité positive, et de proposer à ces familles soit des ateliers de communication bienveillante qui s'appuient sur la méthode de Faber et Maslich, soit de les accompagner individuellement, et là du coup de les coacher en fait en face à face à travers des séances individuelles par vidéo. Je vais proposer des webinaires justement sur différentes thématiques, sur l'éducation bienveillante, sur la parentalité, divers thèmes de la parentalité, parce que ça me tient beaucoup à cœur justement d'accompagner les parents qui ont ce magnifique rôle, c'est d'amener justement leur famille sur un chemin d'épanouissement pour être bien et heureux. Ça t'a plu? Tu as appris des choses? Peut-être que toi aussi le domaine de l'éducation t'intéresse et tu te tâtes et tu n'oses pas encore sauter le pas peut-être pour changer. Si tu as des questions, ou si tu as envie de partager tes doutes, tes expériences et puis tes questionnements avant de te lancer dans une reconversion aussi, n'hésite pas à partager ça en commentaire, et puis like et abonne-toi à ma page. À bientôt!